Merci de m'avoir proposé de parler de mon sujet de thèse intitulé « Facteurs pronostiques des neuropathies motrices multifocales à bloc de conduction, étude d'une cohorte rétrospective ». Les neuropathies à bloc sont des maladies rares dont les premiers cas ont été décrits en 1986. La maladie est caractérisée par une atteinte périphérique progressive, motrice pure, multifocale, asymétrique et indolore. Les connaissances physiopathologiques ont beaucoup évolué ces dernières années. On sait maintenant qu'il s'agit d'une nodoparanodopathie, c'est-à-dire une atteinte au niveau des nœuds ranviers, avec un dysfonctionnement des canaux ioniques et une perturbation de l'influx saltatoire. À terme, l'atteinte fonctionnelle évolue vers une atteinte structurale axonale et démyélinisante. Les anticorps sont retrouvés dans 50% des cas et l'EMG est caractérisé par des blocs de conduction. À l'heure actuelle, seules les immunoglobulines sont indiquées. Le pronostic à long terme est connu à partir des études de cohortes rétrospectives. On sait qu'il y a environ 20% des patients qui sont en rémission, 70% qui sont dépendants des immunoglobulines et 10% qui s'aggravent malgré un traitement bien conduit. Dans ces situations, il n'y a pas de recommandation d'un traitement de deuxième ligne. Il y a quelques cas rapportés dans la littérature qui semblent intéressants, notamment avec l'endoxan et le rituximab. Il y a des traitements qui sont délétères, c'est les corticoïdes, les échanges plasmatiques et les anti-TNF-alpha. L'objectif de notre étude était d'évaluer s'il existait des facteurs prédictifs précoces de l'évolution de la maladie. Nous avons conduit une étude multicentrique impliquant Nancy, Metz et Lyon. On a inclus tous les patients qui présentent une neuropathie à bloc, qui sont actuellement traités ou ont été traités par immunoglobuline et dont le diagnostic a été posé entre 1992 et 2016. Chaque patient a été classé soit dans le groupe 1 dit de bon pronostic, qui inclut les patients en rémission ou les patients qui sont peu dépendants, c'est-à-dire dont les cures sont en cours de décroissance avec une stabilité clinique, et le groupe 2 de pronostic défavorable, incluait les patients présentant une forte dépendance aux immunoglobulines ou les patients qui s'aggravaient malgré un traitement bien conduit. Nous avons recueilli les données initiales, les données de réévaluation précoce à 6 mois après l'introduction des immunoglobulines et les données au moment du recueil. 54 patients ont pu être inclus, 20 patients ont été exclus, principalement dû à des manques de données initiales ou des patients qui ont été perdus de vue ou encore des patients traités par immunosuppresseurs pour une autre pathologie. Parmi les 54 patients, il y en a 10 qui sont actuellement en rémission, 43 qui sont sous immunoglobulines et 1 qui s'aggrave et dont les immunoglobulines ont été arrêtées. Chez les patients sous immunoglobulines, 21 sont en cours de décroissance et sont stables cliniquement, 16 s'aggravent dès l'espacement des cures, donc présentent une forte dépendance, et 6 patients s'aggravent malgré un traitement bien conduit. À partir de là, on a pu constituer nos deux groupes, le groupe 1 dit de bon pronostic et le groupe 2 de pronostic défavorable. Sur les caractéristiques démographiques de l'ensemble de la population, on voit que les données correspondent à la littérature avec une maladie qui touche les hommes à 75%, un âge de début moyen à 43 ans et un début au membre inférieur qui est peu fréquent à 28%. Sur les données biologiques, les anticorps sont retrouvés dans 54% avec une hyperprotéinorachie à 30%. La durée d'évolution de la maladie était très variable selon les patients, variée de 2 ans à 47 ans avec une médiane à 10 ans. Quand on compare les deux groupes, de façon attendue, le groupe 2, dit de pronostic défavorable, a bénéficié de façon plus fréquente d'un traitement immunosuppresseur, 48% versus 17%. Il bénéficie de doses plus importantes d'immunoglobulines, à 1,4 g kg/mois contre 0,4 g kg/mois et présente un handicap plus sévère avec un score ONLS à 4,6 versus 1,8 et un score MRC à 77 versus 95. Si on regarde les facteurs précoces, il y a 3 éléments qui ressortent en étant plus fréquents dans le groupe 2. C'est le fait que la maladie débute au membre inférieur à 39% versus 19%. Ce facteur était significatif lors de l'analyse multivariée avec un odd ratio à 9. Les crampes étaient plus fréquentes à 50% versus 27% et les anticorps anti-GM1 à 62% versus 48%. Je pense qu'il est important de noter qu'il n'y avait pas de différence dans les deux groupes sur le score MRC pré-traitement et sur la réponse initiale aux immunoglobulines.
Si on regarde l'évolution d'un point de vue longitudinal, sur le groupe 1 dit de bon pronostic, le score MRC reste stable sur l'évaluation pré-traitement et lors du recueil de données finales. Voici les résultats des données EMG. Donc ici représentée l'amplitude moyenne des amplitudes distales des nerfs médians et ulnaires sur l'EMG pré-thérapeutique, l'EMG de réévaluation précoce et le dernier EMG. On voit que sur l'EMG pré-thérapeutique, il y a une différence entre le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 2 présente une perte axonale plus marquée. Cette différence n'était pas significative en multivarié avec un petit p à 0,07. On avait les mêmes tendances sur l'EMG de réévaluation précoce. Et de façon attendue, sur le dernier EMG, cette différence était significative avec une perte axonale très marquée dans le groupe d'évolution défavorable. Donc, on a pu voir, de par cette étude, d'une part, qu'elle est concordante avec les données de la littérature. On a pu mettre en évidence un facteur qui était significativement associé à une évolution défavorable, c'est le fait que la maladie débute au membre inférieur. Il y a des facteurs qui ne sont pas significativement associés, mais qui sont intéressants à discuter. Tout d'abord, la perte axonale sur l'EMG pré-thérapeutique. Dans notre étude, elle a été probablement sous-estimée parce qu'on a tenu compte uniquement des amplitudes motrices des membres supérieurs et non pas des membres inférieurs, alors qu'on a montré que le début au membre inférieur était plus fréquent dans le groupe 2. Et la présence d'anticorps anti-GM1 et un long délai thérapeutique sont aussi des éléments qui ont été retrouvés dans d'autres études, mais qui ne sont pas consensuels. Il faut tout de même prendre ces résultats avec précaution. Il s'agit d'une étude rétrospective où il y a des manques de données et une absence de standardisation des EMG. Pour conclure, l'évolution à long terme rejoint aussi ce qui était connu, avec plus de 50% des patients qui, dans notre étude, présentent un pronostic favorable. 80% des patients sont actuellement traités par immunoglobuline et 10% des patients échappent aux immunoglobulines. Il y a plusieurs enjeux de connaître des facteurs prédictifs d'évolution à long terme. Tout d'abord, de personnaliser le traitement. D'une part, de limiter les immunoglobulines aux patients qui en ont strictement besoin. D'autre part, de discuter d'alternatives thérapeutiques chez les patients qui sont fortement dépendants ou qui s'aggravent sous immunoglobulines. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la production d'immunoglobulines est actuellement limitée. D'autre part, les facteurs prédictifs pourraient nous permettre de définir une population à inclure en vue d'un futur essai clinique thérapeutique. Voilà, je voulais remercier l'équipe de Nancy, de Metz et de Lyon. Merci. Merci. Alors moi, j'ai juste une petite question. Les immunosuppresseurs, parce que vous avez un pourcentage assez important de patients qui a été traité par immunosuppresseurs, vous avez utilisé quoi et quelle était la réponse à ces immunosuppresseurs? Alors, quels traitements ont été donnés? Oui, dans le groupe 2, parce que vous avez mis 48% à peu près d'immunosuppresseurs. Oui, alors les immunosuppresseurs, alors j'ai inclus il y a les corticoïdes, il y a l'Immurel, le Celcept, l'Endoxan et 3 patients qui ont reçu du rituximab également. Et la réponse? Alors, la réponse, je n'ai pas toutes les données. Sur le rituximab, il y a 2 patients qui ont une évolution franchement favorable et un patient qui n'a répondu ni au rituximab, mais qui avait aussi eu de l'endoxan, du Celcept, de l'Immurel et qui échappe à toute thérapeutique.